De quoi on va parler aujourd'hui? Donc, vous avez vu là-bas. On va faire une introduction sur la pollution de l'air. Dans le micro. La pollution de l'air, pardon, et les questions de santé. On va parler après de la ZFE critère. Qu'est-ce que c'est? Alors, on insiste, hein, on met bien ZFE critère, parce que peu de gens vont être contre une ZFE. Hein. Voilà, être contre une zone à faible émission, moins de pollution pour nous, pour nos familles, etc., ça paraît évident. Par contre, le critère, il nous embête un peu plus, socialement parlant. Donc, on mettra ce nom-là à chaque fois pour pas qu'on nous dise qu'on est contre la ZFE. Tout ce qui pose question, bah, l'injustice sociale, le cadeau financier à l'industrie automobile, l'arnaque écologique. Donc tout ça, on va passer un peu de temps. Ça sera assez rapide quand même parce que c'est des choses que vous connaissez, que vous savez, mais sauf qu'on est obligé, nous, de le justifier. On ne peut pas dire, on peut pas faire que du ressenti. Donc, il y a pas mal de choses, ça sera assez facile de lecture, mais on aura une justification derrière. Et ça a été notre boulot. Des compléments, des réponses par la métro. Après, l'avis du collectif pour la gratuité des transports en commun et de l'association de développement des transports en commun et des Voiturons Grenoble, donc tout un collectif qui a déjà réussi à vivre sans la voiture et qui nous expliquera un petit peu tout ça. Pour préciser aussi, moi je fais partie de ces gens-là et pourtant, aujourd'hui, socialement, je suis hyper inquiet par ce qu'on propose avec la ZFE critère. Pourtant, je travaille à vélo, je pars en vacances à vélo, je vis comme ça, mais quand on voit ce qui nous est pendu, c'est plus de l'écologie, c'est de l'arnaque. Et on aura 40 minutes avec la salle. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense que 40 minutes déjà, ça fera 1h45 au total pour la réunion. Ça sera à vous de choisir si on continue un peu. Et sinon, on est en capacité de continuer à répondre aux questions. D'accord? Ce qui est hyper important, vous avez vu un peu la variété des acteurs qu'on a essayé de réunir autour de tout ça. On n'est pas sur le club des automobilistes en colère. On est des citoyens, je pense, un petit peu en colère. En tout cas, nous, c'était assez consensuel au niveau de l'union de quartier. On a des variétés de messages à entendre. Il faudra laisser toute leur place et tout le respect qui va avec. On a travaillé dans le respect. J'espère que la réunion se fera aussi. Et on a un vrai coup à jouer tous ensemble sur cette ZFE, que vous allez voir que la métro a quand même pas mal de pouvoir et qu'on n'est pas obligé de subir ce que propose l'État. Et à la fin de cette réunion, bah, vous aurez identifié quelques têtes, vous pourrez les rencontrer. Nous, en fonction de la force aussi de ceux qui souhaiteront, on est quelques copains à déjà s'être réunis sur des actions qui seront stop critères. C'est-à-dire qu'on souhaite informer plus de gens, avoir un affichage, c'est-à-dire faire des banderoles sur nos balcons, etc., pour parler de notre colère contre ce projet-là. Donc tout ça, ça sera plutôt autour de moi à la fin, et les copains, vous allez les croiser tout au long de la soirée. Alors, c'est à partir de maintenant que mes 20 minutes officielles commencent. On va essayer de timer tout, et moi en premier. C'est maintenant que ça commence. Alors, déjà, premier truc important, la qualité de l'air. Il y a deux choses à ne pas confondre, hein, c'est les polluants de l'air, donc qui concernent la qualité, les polluants toxiques, etc. On le verra, on va voir un peu plus qui ils sont juste après, qui concernent notre santé et qui sont au cœur de la ZFE. Mais la ZFE, elle touche forcément aussi aux émissions de CO2 et tout ce qui est gaz à effet de serre. D'accord? Mais le cœur du débat, et vous avez vu même la communication qui est faite autour de la ZFE, c'est d'abord la santé. Et on verra si c'est la santé locale ou celle aussi des autres pays. Donc les chiffres officiels, c'est qu'en France, donc déjà la santé, pour développer un peu, il y a tout ce qui concerne les nourrissons, on a toutes les irritations, yeux, nez, gorge. Moi je sais qu'autour de moi je connais un paquet de familles qui sont aux urgences respiratoires régulièrement pour de l'asthme pour leurs enfants, sans encore parler de maladies graves. On a tout ce qui concerne le cerveau, tout ce qui est cœur et sang, au niveau des maladies cardiovasculaires. Forcément, on a les poumons. Et tout ce qui concerne les systèmes de reproduction et la fragilité des enfants, etc. derrière. Donc 48 000 décès par an, c'est pas... Je pense qu'on a suffisamment décrit ce qui se passait pour le Covid pour qu'on mette des chiffres en perspective. Jusqu'à maintenant, l'impact principal, c'était l'exposition chronique aux particules très fines, les 2,5. Vous verrez qu'il y a les particules 10 aussi. Pourquoi? Donc, pendant longtemps, c'est celles-là qui ont été mises en avant, parce que plus elles sont fines, plus elles rentrent dans l'appareil respiratoire et profondément dans l'appareil respiratoire. D'accord?
Sur l'agglo, en gros, c'est un peu plus de 400 décès par an. 135 liés au dioxyde d'azote, le NO2. Ça, c'est les gaz d'échappement principalement. 300 décès là-dessus, comme je vous le disais. Particules fines, 10 ou 2,5, surtout 2,5, qui sont dus aux freins, aux pneus et au chauffage au bois. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur la motorisation, notamment sur ces questions-là. Donc on voit bien aussi qu'il y a 2 tiers, 1 tiers de chiffres, donc 1 tiers pour le dioxyde d'azote et 2 tiers pour les particules fines. Les chercheurs avancent là-dessus, c'est de plus en plus fin. Les chiffres, notamment ceux qui avaient exposé la ville de Grenoble, on ne les a pas encore officiellement dans France Santé Publique, etc. etc. Aujourd'hui, quand on va sur ces sites-là, on est pratiquement essentiellement sur les particules fines 2,5. Nous aussi, c'est ce qu'on a le plus argumenté parce que c'est ce qu'on avait en tant que citoyen sous la main. Alors, les causes de la pollution. Alors, donc on le voit sur les NOx, sur la ligne bleue là, principalement dû au gaz d'échappement comme je vous le disais. D'accord ? Ouais, ça va être pas facile ça. C'est dans la métro. Non, c'est le chiffre, c'est Renault, mais je crois que c'est global. C'est global. Sur. Oui, c'est agriculture. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de... Alors, NO, c'est donc tout ce qui est oxyde d'azote, gaz échappant. Ok, on l'a mis en dessous, principalement dû au transport routier. Là, on insiste un peu, même si ça paraît un peu compliqué à entendre, de dire que ce n'est pas la voiture qui est complètement responsable de ça, c'est que sur les particules très fines, donc celles qu'on ciblait principalement sur les causes de décès, ce n'est pas le trafic routier qui en est responsable. Encore un peu, hein, quand même. Et ça s'affine parce qu'on voit que les particules fines du trafic routier ont des pouvoirs toxiques plus forts des fois que certaines substances. Mais sur le chauffage au bois, c'est ultra toxique et c'est lui, le chauffage au bois défaillant, qui concerne ces particules très fines. La preuve, s'il fallait le prouver, c'est que pendant le confinement, il y avait plus de pollution au NO2 puisqu'il n'y avait plus de circulation. Par contre, la pollution aux particules fines, elle n'a pas bougé. D'accord ? Donc on voit bien que ce n'est pas le trafic routier s'il fallait encore le prouver. Un truc important là-dessus, qu'on n'a pas réussi à argumenter parce qu'on n'a pas encore les chiffres de la métro là-dessus, ça sera un point à développer, c'est qu'aujourd'hui sur la ZFE, les ex-routiers ne sont pas compris dans la ZFE. On comprend un petit peu en termes de circulation pourquoi on ne va pas tout fermer, mais c'est en même temps là où les gens sont plus exposés. Vous voyez sur la carte, là, c'est pas le dessin des routes, c'est le dessin de la pollution. Donc quand c'est rouge, on trinque. Et quand c'est orange, on trinque pas mal. Vous voyez, donc par exemple, les gens du centre-ville, ils ont beaucoup moins de pollution que tous ceux qui sont près de la rocade. Ça paraît évident, mais on va... Ouais, mais c'est des pauvres, c'est pas grave. Voilà. Alors, pour comprendre la ZFE maintenant, la ZFE critère. Déjà 2 dates. 2023, c'est les 10 villes les plus polluées de France, d'où Grenoble. Donc explication pourquoi on est un peu en avance sur le calendrier par rapport à d'autres villes comme Bordeaux qui ne sont pas passées alors qu'elles sont plus grandes que nous. Donc eux ils passent en 2025. Vous voyez sur la carte française que ça donne là, cette vingtaine de villes. Sur la région, donc on voit bien Lyon, Saint-Étienne et Grenoble qui sont déjà concernés par 2023 et les autres qui arrivent en 2025. Et sur la zone de Grenoble, cette zone elle a été décidée pour une raison, c'est qu'en 2025, l'obligation légale, ce sera d'avoir au moins 75% des habitants concernés par la ZFE. Alors on est à 90, donc on est plutôt large. Il faut aller habiter à Coran, Alors, ça c'est quelque chose que vous avez déjà lu. Est-ce qu'on a réussi à tout le monde à comprendre? Donc, ce qui est imposé par la loi et par l'État, c'est donc de passer à partir de juillet. On a déjà une petite marge négociée parce que c'est janvier normalement, avec les critères 5 d'abord, puis les 4 en 2024, les 3 en 2025, et le reste à l'initiative d'eux, mais on verra, je pense qu'on n'est pas sorti d'auberge par rapport aux 3 premiers. Donc, forcément, premier attaqué, c'est le diesel. On le voit sur les critères, hein, les plus vieux diesel, et on remonte des critères 3 à critères 5 avec des diesels plus ou moins récents. Et l'essence qui avance en décalage, puisque on a découvert récemment que le diesel était peu plus loin. Voilà, ça on y reviendra. La ZFE, c'est une interdiction à la circulation. Et le stationnement, pas forcément. Le stationnement, ça je vais insister sur cette question-là parce que c'est les choses qui font partie de la concertation.
et qui font partie même des choses qu'on pourrait renégocier pour nos petites entreprises. On en reparlera tout à l'heure. Donc si le stationnement n'est pas payant, il n'y a pas de contrôle au stationnement, donc vous pouvez circuler à certains horaires, etc. C'est ce qu'on appelle la ZFE permanente ou pas permanente. Alors, qui décide en quoi? Donc, je vous ai parlé de la loi, faite en 2021. La métro, aujourd'hui, elle peut décider des horaires, des axes BRU, c'est des grands axes. Donc, pour l'instant, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas fermé encore. Tout ce qui est dérogation, avec toute la complexité de mettre 50 000 dérogations derrière, hein. Mais les personnes à mobilité réduite, tous ceux qui ne peuvent pas facilement se déplacer, peut-être aussi les critères sociaux, on ne sait pas. Tout ce qui fait partie de la concertation. Les techniciens avec qui on a bossé nous ont dit que c'était une consultation sincère. Donc moi je reprends leurs mots, c'est pas... Nous on est forcément un peu refroidis par plein de dossiers, côté sincérité des choses quand on est en négociation, mais sur celle-là, a priori, la présence des élus qui sont là, on voit bien aussi les temps de parole qui nous ont été donnés dans d'autres réunions. On peut espérer que tous ensemble, si on s'écoute bien, on peut aller plus loin dans cette négo. Donc je repars sur la ZFE pour les véhicules utilitaires, qui a, si je ne me trompe pas, 3 ans d'avance pour le coup. Donc ça sera une des questions, pourquoi 3 ans d'avance vu le bazar? Et quelles conséquences pour nos petites entreprises? Moi j'ai quelques collègues qui sont arrivés là, qui travaillent dans le quartier, globalement. Les petites entreprises, on n'en a pas beaucoup dans nos quartiers de centre-ville, et ben ils sont en infraction aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas non plus le droit au ticket résident. Et là, interdit de circuler, interdit de stationner, puisque cette ZFE-là est permanente. Donc, ça y est, les artisans se prennent des amendes. J'ai des copains qui le savent, ils sont là. Et plusieurs déjà. Donc, ils prennent pour le stationnement, parce que c'est compliqué quand on n'a pas le ticket résident, mais ils le prennent aussi pour la ZFE, double. Alors, là, c'est une partie, on ne va pas trop insister là-dessus, mais sur la communication qui est faite par rapport à cette ZFE, et c'est un des reproches qu'on formule à nos élus, c'est qu'elle est un peu trop positive. Quand on voit les chiffres, là, on en arrive pratiquement à 40 000 véhicules. Ça, c'est des estimations pour d'ici 2023, 2024 et 2025. Si on regarde le texte, en fait, seront concernés, c'est du futur probable. Sauf que nous, on n'est pas tout à fait d'accord avec tout ça. C'est qu'aujourd'hui, dans le parc ZFE, on a déjà 220 000 véhicules. 35% sont concernés par les interdictions qui vont arriver d'ici 2 ans. 35%, c'est 80 000 véhicules aujourd'hui. Si on ajoute ça, toutes les communes qui sont autour, donc les communes qui sont autour, qui ne sont pas dans la ZFE, vous avez vu qu'il y avait qu'une quinzaine de villes concernées, on rajoute de nouveau 12 000 véhicules. Et si on rajoute, parce que notre petite ville est comme une préfecture de département, donc il y a au moins nos concitoyens qui habitent dans toute l'Isère, on rajoute encore 2 fois plus de voitures. Parce que quand même l'agglo concentre un tiers de la population iséroise. Donc on est aujourd'hui, nous, sur au moins 270 000 véhicules concernés, et on n'est pas sûr qu'il y en aura beaucoup moins d'ici 2 ans, parce qu'on est comme dans une situation où il y a une inflation un peu compliquée, notamment pour les plus modestes, une crise énergétique à gérer pour mettre le chauffage cet hiver, et pour le coup, le renouvellement naturel qu'on a pu voir dans les années précédentes, on n'est pas sûr qu'il arrive. Et la priorité sera peut-être pas sur changer de voiture, et surtout sur une voiture électrique dont on verra les prix tout à l'heure. Alors, pareil, hein, c'est des évidences, mais on les justifie. Qui est touché par la ZFE? Alors, pour information, tu es à 10 minutes déjà. Ok. Donc, qui est touché par la ZFE? C'est les plus pauvres. Et c'est ceux qui sont au centre de l'agglo. Hein, tout ce qu'on voit en noir ici, c'est là où le taux de pauvreté est le plus fort que la moyenne. Dans les possessions des véhicules, ce qu'on voit en haut, à gauche, c'est les plus pauvres, c'est ceux qui possèdent réellement ces critères 4 et 5. Le taux de possession de voiture, il est de 0,69 pour les plus pauvres et d'1,5 pour les plus riches. Il est plus facile de se séparer de sa deuxième voiture que de sa voiture unique, si vous voyez de quoi je parle. Voilà, donc tous les efforts là, on le voit assez rapidement, mais c'est votre ressenti, je pense, assez général, c'est assez évident. Les voitures les plus vieilles, c'est ceux qui sont les plus pauvres qui les possèdent. Les efforts sont donc concernés par tout le monde. Je ne sais pas si les riches sont au courant, mais si les voitures, les pauvres n'ont plus de voiture, il va falloir qu'ils se mettent à travailler, les riches.
Je ne sais pas s'ils sont au courant. Voilà, c'est une petite blague à part. Voilà. Alors maintenant, les plus modestes, c'est aussi les moins pollueurs. Donc on ne tape pas sur les bons. En gros, tous ceux qui gagnent au-dessus du salaire médian voyagent 3 fois plus, roulent 3 fois plus avec leur voiture, 2 fois et demi plus que les plus pauvres. On est à 7 000 km par tête pour les plus pauvres, on est à 10, entre 15 et 18 000 pour les 40% les plus riches. Tout ce qui est au-dessus. Les plus riches, c'est au-dessus de 2 000 euros mais, de salaire net. Hein, c'est pas... ça concerne pas mal de monde aussi, là-dedans. Ils prennent l'avion aussi, les riches. Hein. C'est ce qu'on voit juste en dessous. Ici, à peu près le même rapport. Les plus riches, c'est ceux qui polluent plus. Et vous voyez que la part vert clair, c'est l'avion, qui n'est pas interdit. Voilà. Donc, la ZFE, elle interdit les véhicules qui roulent le moins. Ça nous interroge énormément. Là, je vais aller très vite, parce qu'il y a beaucoup d'infos. Mais en gros, la voiture électrique, est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle est sobre? Alors, à l'usage, pas de CO2, que de l'électricité, pas de pollution au dioxyde d'azote. Super. Mais en vrai, à l'usage, il y a quand même la pollution aux particules fines. Il y a plus d'énergie, parce qu'on voit le poids des voitures aujourd'hui. Et une énergie nucléaire ou charbon aujourd'hui dans le monde. La production. La production, c'est là que c'est catastrophique. C'est parce que là, plus d'énergie, 2 fois plus de gaz à effet de serre. Et, alors c'est grave gourmand en minerais. Pollution des sols, des cours d'eau, pillage des terres, pillage de la diversité, la pénurie qui sera en place d'ici 2-3 ans sur la plupart des métaux, géopolitique compliquée pour quand on a 3 pays qui produisent du lithium, etc. Et la question qu'on se pose, c'est ouais, les 400 morts dans l'agglo, les 48 000 en France, ok, mais combien de morts on va faire dans le monde avec ça? C'est un peu de la pensée colonialiste quand même, de se dire on va faire de l'écologie comme ça. Bah, je vais donner l'exemple du cuivre. Une thermique 20 kg, une électrique 80 kg. 4 fois plus. J'ai bien fait d'acheter des actions dans les Voilà. de cuivre. La voiture électrique est chère. En Europe, ça c'est les sources du monde, la voiture électrique en moyenne c'est 50 000 euros. Le bonus écologique et la prime à reconversion, au total, ça fait à peu près 10 000 balles. Et c'est valable jusqu'à la fin décembre parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après. Peut-être que vous savez, mais non, nous on n'a pas trouvé d'autre chose. Je crois que vous êtes perdus comme nous sur l'État. Et derrière, on se passe de dire de tout le labyrinthe qu'il faut parcourir pour trouver les aides, y accéder. C'est complètement illisible, il n'y a pas d'articulation, c'est complexe. Et, voilà. Et on n'a pas d'infos à un mois de l'intervalle, à un mois de la date pour la plupart des villes. La ZFE critère et son monde. Alors est-ce qu'elle est vraiment pour l'écologie? Je pense que beaucoup de gens sont déjà convaincus, mais on le redit. Ça finance l'industrie automobile, qui sort du scandale du diesel. Le diesel était écolo il n'y a pas longtemps. La voiture électrique est écolo. Ils inventent la voiture jetable. Dans 5 ans, ils vont vous dire « Ah non, encore des voitures mieux, il va falloir tout changer. » Ok, on change de voiture dans 5 ans. Je pensais que garder ces trucs-là, c'était plutôt écolo à l'époque. Mais, a priori, ça change. 50 000 euros par voiture, c'est 10 000 euros peut-être d'aide de l'État, et puis des collectivités, peut-être 15 000, on ne sait pas. Et 40 000 à charge. Donc là, on est très limité, parce que les chiffres sur les autres modèles, les critères 1 à 2 qui ne sont pas essence, tout ça, on les a pas. Et en plus, il y a un nouveau métier qui s'est inventé après la spéculation sur le mobilier, c'est la spéculation sur les voitures critères 1 ou 2. Et ça, je peux vous assurer que ça va, c'est grimpant, vous pouvez gagner votre vie sans rien faire en ce moment, là-dessus. J'en ai acheté 10, je vais les revendre. Voilà. Donc si on multiplie par un quart du parc, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, la plupart des gens sont concernés pour rentrer dans les grandes villes, ça fait 10 millions de véhicules, ça fait 500 milliards. C'est quoi 500 milliards? C'est quasiment tout le budget de l'État sur le service public par an. Mais la santé, c'est 200 milliards par an. L'éducation, c'est 60 milliards par an. Et le transport, dont le train, ce qui serait important pour le report modal, c'est 10 milliards par an. Vous voyez un peu le rapport là? Voilà l'écologie qu'on nous propose. Et derrière, il y a aussi la vidéosurveillance. La vidéosurveillance. Si on veut une ZFE efficace, et ça je pense qu'on va l'entendre, il va falloir contrôler à mort. D'accord? Soit de façon injuste, soit de façon très automatique. Donc aujourd'hui, on a encore des lois qui nous protègent, on en reparlera tout à l'heure, mais le monde va dans le sens où on supprime les lois qui nous protègent. Et ça, c'est flippant. Et donc, là, je le fais vite. Quelles sont les autres solutions? Le transport en commun, son développement... Tu as encore 4 minutes. Hein. Eh bien, c'est parfait. Je ne vais pas parler beaucoup plus vite, alors. Le transport en commun... Respire. Développement, tarification sociale, gratuité. Les copains seront là pour vous en parler. La politique cyclable, la marche, etc.
Le chauffage au bois, je fais un petit zoom là-dessus. 8000 foyers concernés par ce chauffage au bois défaillant à Grenoble, au lieu de 80 000 automobilistes. Donc 80 000 ménages, fois 5 000 € de changement d'équipement, ça fait 10 fois moins de personnes et 10 fois moins cher qu'une voiture électrique. Donc c'est 100 fois plus efficace que la voiture électrique et toutes ces bazars-là. Et c'est efficace pour la santé, sans polluer le reste du monde, et pour la conso d'énergie. Je pense qu'il y a un gros boulot là-dessus. C'est pas, je ne sais pas combien d'agents, 100, 200, 1000, il faut mettre là-dessus. Mais en tout cas, il y a du boulot. Limiter le nombre de kilomètres par véhicule, il y a des villes qui réfléchissent. Quid des parkings relais, 2300 places actuellement. 200 000 véhicules, vous voyez à peu près le bouchon. Est-ce qu'ils sont à la frontière de la ZFE? Est-ce qu'ils sont bien placés et tout? En tout cas, on n'est pas prêt pour juillet, hein. C'est sûr. La voiture partagée, 100 voitures partagées à Grenoble, 150, 200, je ne sais plus, pour 200 000 véhicules. Pour l'instant, c'est une goutte d'eau dans l'océan. La voiture moins polluante, donc moins lourde, les modèles, ils n'existent pas. L'interdiction à la vente des véhicules, ça aurait été peut-être un truc intelligent, peut-être à faire. Mais pas dire aux gens, vous avez acheté, bah c'est trop tard. Ah, du diesel, ah, on vous a dit que c'était bien, mais non, c'est trop tard. Donc non, on préfère nous dire, ta voiture que tu as achetée, tu la changes, plutôt que d'interdire à terme, ce qui aurait été un peu plus léger comme processus. Et puis après, il y a toutes les questions sociétales classiques, le ralentissement des modes de vie, dont la relation au travail, et aussi le stop sur les mégalopoles. Les transports en commun, les solutions, le report modal est beaucoup plus efficace sur les villes de 10 à 20 000 habitants. Vous voyez le problème avec nos grandes villes? Les questions aux élus. On y arrive. Eh ben, elles sont simples, hein, je ne vais pas refaire le tour. Quelle est votre position sur l'injustice sociale, les critères, le financement outrageant de l'industrie automobile, la vidéosurveillance généralisée? Et tous ces dommages sociétaux pour un hypothétique petit report modal. On doute. La quasi-totalité de la population est contre la ZFE critères. Voir la série d'articles sur le DL, rien que pour notre aglo. Donc la métro peut faire des choses comme la ZFE non permanente, voir les axes, ou même dire tout simplement qu'ils sont contre. Ça serait assez écolo et assez unique en France. Je pense que ça pourrait être un message fort à envoyer aux autres aglos en disant nous on est réellement écolo et ce que nous propose l'État là c'est juste n'importe quoi. Une ville rebelle. Voilà, une ville rebelle. Donc, mais sinon elle peut déjà, sur une certaine forme de pied de nez, en mettant l'accent, par exemple sur le chauffage au bois, mais avec, comme je disais, un certain nombre d'agents, vider la ZFE critère de sa nuisance. On parle bien de nuisance, hein. On ne va pas aller sur autre chose. Et ça c'est possible. Et c'est ça aujourd'hui qu'on veut réussir avec vous. Voilà, c'est ce truc-là, et j'inclus les utilitaires, pour les petits artisans de revenir très vite aussi sur cette permanence et sur les amendes qui sont déjà mises. Voilà, donc voilà un petit peu où on en est nous. Et ben, je vais laisser la parole aux élus. Bravo, parce que tu as fait juste 20 minutes. Je fais simplement une introduction générale, je passerai la parole à mes collègues tout à l'heure. On a prévu aussi un petit PowerPoint. D'abord, pour remercier l'Union de quartier Beria, de son invitation. Lorsque nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines de cela, Jean-Philippe Moutarde et le président Bruno Delescure nous ont dit on va faire une réunion publique, est-ce que les élus seront là? Immédiatement on a dit oui. On était, parce que tout simplement on est dans un dispositif de concertation et on est là pour écouter tous les habitants qui veulent nous parler, que ce soit la concertation qu'on a, nous, initiée dans un certain nombre de communes, mais même au-delà de la métropole, puisque je rappelle que cette concertation, par exemple, on est allé jusqu'à Villard-de-Lans, on rencontre tous les, ce qu'on appelle les territoires voisins, qui sont le très grand Grenoble. Donc on a tout de suite répondu oui, parce que c'était, et c'est important pour nous, d'écouter et d'entendre ce que les habitants ont à dire sur cette ZFE. Première chose. Et puis on ne doutait pas non plus, parce qu'on est à l'Union de quartier Beria, de la vitalité démocratique du quartier. Et c'est vrai qu'on n'est pas déçus, Monsieur le Président, et on est là pour ça, pour confronter pour, disons, créer la controverse. Il y a un certain nombre de propositions, d'informations qui nous ont été données. Là, on vous en donnera nous aussi. On n'a pas forcément des informations contradictoires, mais des tensions entre un certain nombre d'informations qui permettent après de prendre la décision. Deuxième chose,
Vous êtes sans doute, vous, ici, dans l'Union de quartier, bien informés, mais on sait pour nous qu'une partie importante de la concertation est aussi de l'information. Parce que beaucoup de nos concitoyens ne sont pas au courant que dès le mois de juin, enfin dès le 1er juillet, donc dans 6 mois en gros, ça commence, c'est en route. Donc c'est... Voilà. On commence à le savoir un peu. Hein. Ah non, mais attendez. Ça commence oui, mais c'est oreille, ça marche. Hein. Eh ben, c'est très bien, ouais. parce qu'il faut effectivement que ça se sache, que les gens ne soient pas surpris. Pourquoi? Parce que, je rappelle encore, mais ça, vous le savez, vous l'avez bien dit, c'est une décision, c'est une loi qui donne à la métropole un certain nombre de marges d'action, je dirais en 2 directions. Le premier, c'est quel dispositif d'accompagnement mettons en place, et le deuxième, c'est quel périmètre. En gros, quel est le périmètre de la ZFE? Y a-t-il des routes qui sont hors ZFE? Et quel est le périmètre en termes temporels, quoi? Est-ce qu'il y a une ZFE qui fonctionne sur des horaires, etc. etc. C'est les 2 possibilités qu'offre la loi et que donne la loi à la métropole dans le processus de concertation, processus volontaire qu'on a mis en place, hein, dès maintenant, puisque le processus obligatoire va commencer seulement dans quelques mois. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis enfin, la troisième chose, c'est vous remercier pour votre présentation, parce que moi, j'ai trouvé qu'elle était plutôt très sérieuse. Je sais que vous vous renseignez dessus depuis pas mal de temps. Vous remerciez des conditions du débat, remercier l'Union de quartier. Vous avez fait, me semble-t-il, un travail pointu, et vous avez réuni les acteurs nécessaires pour créer les conditions du débat. Voilà, j'en dirai pas plus, et je vais immédiatement laisser la parole à monsieur le vice-président Pierre Véry, qui est en charge des politiques publiques du plan climat. À la métropole. Merci Pascal. Oui, à la métropole. Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, je suis ravi, et c'est pas de la flagornerie, de voir une salle aussi nombreuse, parce que j'ai fait déjà pas mal de réunions depuis 3 semaines, et c'est la réunion où on a le plus de monde. Et donc, c'est très important de mobiliser. Et je vous le dis, en tant que vice-président en charge de l'air, de l'énergie et du climat, et donc directement concerné par la mise en œuvre de la ZFE, alors on ne va pas répondre tout de suite aux questions, on laissera Bruno Manval après moi, donc bien évidemment Vincent Fristo aura la parole, et on laissera Bruno Manval présenter les éléments de la métropole, et ensuite on reviendra bien sûr sur toutes les questions posées, et bien évidemment avec vous sur les échanges avec la salle. Je vous disais, c'est important d'avoir beaucoup de monde dans ces concertations, et là je vous le dis en tant que maire de Gières, je suis concerné à double titre, puisque Gières fait partie des 13 communes qui sont dans la ZFE, qui représentent 78% de la population et qui captent environ 90% des déplacements, les 13 communes. Et je vous le dis d'autant plus que Gières fait partie des 5 communes où socialement les gens vont être le plus touchés. Et donc la difficulté que nous avons, et on est allé sur le marché, on essaie de faire des réunions publiques, mais on a peu de monde en fait, les gens les plus modestes, socialement les plus éloignés des services publics, on a du mal à les toucher. Et donc, dès le mois de janvier, on va faire du porte-à-porte, comme on l'a fait déjà, on aura peut-être l'occasion d'en parler sur la primaire bois, pour s'attaquer au PM 2,5. Donc c'est important qu'on aille chercher les gens qui sont les plus éloignés des services publics pour les accompagner. Parce que la ZFE, c'est ça, c'est de l'accompagnement, et c'est surtout, et on va essayer de vous en convaincre, du report modal. L'idée, c'est pas de changer toutes les voitures, et on va en parler ce soir. L'idée, c'est bien d'avoir un changement de comportement, donc se déplacer autrement, pour celles et ceux qui le peuvent, Bien évidemment, il y a des gens qui devront conserver leur voiture, et là, il faudra qu'on trouve ensemble des solutions, et on est ouvert, bien évidemment, à travers cette concertation, à toutes les propositions, et vous verrez qu'on va vous en faire aussi un certain nombre. Je n'en dis pas plus pour le moment, je vais laisser la parole à Vincent Fristo, et comme ça, après, on pourra présenter les ZFE. Merci. Bonsoir à vous toutes et tous. Donc Vincent Fristo, moi je suis adjoint au maire et je suis particulièrement le dossier pour la ville de Grenoble. Je représente souvent la ville de Grenoble avec mon collègue Pierre-André Juven, adjoint à la santé, sur ces questions. Et donc bravo pour la présentation qui effectivement est bien argumentée, même si on peut toujours trouver des compléments, mais au moins elle a le mérite de poser les sujets. Et je pense que c'est important d'avoir ce temps et donc on va pouvoir entendre les points de vue et apporter des éclairages. Moi, je pense que le point fondamental, c'est quand même la question de la santé. On parle des bronchiolites, des petits aujourd'hui,
C'est un élément très qui nous touche directement. Sinon, le décès par jour, si vous voulez, de la métropole, il est virtuel, il est loin, il est pas là en fait. Et donc ça, c'est quand même le premier sujet qui montre, en plus des questions climatiques qui nous évidemment nous interrogent quotidiennement, sont les points qui nous montrent qu'il faut qu'on réussisse des transformations. Et ces transformations, elles doivent être évidemment sur le fond des sujets de mobilité, et elles doivent être socialement justes pour qu'on n'ait pas d'aggravation, et même qu'on espère améliorer la situation des ménages et des personnes les moins favorisées. Donc c'est ça qu'il nous faut trouver, le chemin qu'il nous faut trouver, qui est difficile. On peut rire, mais c'est un boulot, c'est un travail à faire, c'est ce qu'on cherche. On fait des propositions, la ville de Grenoble, on a délibéré au conseil municipal, c'était le 25 mars 2021 déjà, donc on a commencé à donner des positions de la ville de Grenoble favorables à la zone à faible émission, parce que si on avait la carte de l'Europe, on a eu une carte de France tout à l'heure avec des points verts, des points rouges. Si on regarde la même avec l'Europe, elle existe sur Internet, on la trouve. La France, c'est le pays où il n'y a rien, où il n'y a pas de ZFE. Et donc, on est en retard en réalité. Il faut impérativement, pour des motifs de santé publique, travailler non seulement sur le bois, bien sûr qu'il faut, et on voit que c'est plus immédiat, bien sûr, mais ça ne suffit pas. L'étude mobilière qui a été faite par des universitaires de Grenoble, justement, qui est publique, vous tapez aussi sur Internet, vous la trouvez, montre très clairement que non seulement il faut changer 100% des chauffages au bois défectueux, mais il faut aussi réduire de 36%, j'ai relu l'étude juste avant, de 36% les kilomètres parcourus par les véhicules. Et donc ça montre bien cette question d'une transformation de la mobilité, transformation par des moyens collectifs, par des moyens partagés, par des moyens différents en fonction de la capacité ou pas de prendre un vélo. Voilà, c'est tout ça qu'il faut qu'on puisse concevoir ensemble. Voilà, donc on retrouve les chiffres qui vous ont été présentés. Effectivement, la ZFE est donc liée à la mobilité. C'est avant tout un sujet d'oxyde d'azote. Et sachant que dans le passé, les transports produisaient beaucoup d'émissions de poussière et que ça a été beaucoup réduit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le chauffage au bois devient la source qui prédomine. Ceci dit, la pollution qui affecte essentiellement les zones urbaines, due au transport, a un impact sur la santé des habitants. Et on retrouve les axes tels que ça a été présenté tout à l'heure. Alors, le projet qui est actuellement à la concertation, il s'inscrit dans l'application de la loi climat et résilience qui a créé ce pouvoir de police administrative ZFE confié au président des métropoles. Il est resté au président de la métropole. Il aurait pu revenir à chaque commune si les maires s'y étaient opposés. Majoritairement, ça n'a pas été le cas. Le projet a été travaillé avec un comité de pilotage d'élus et on est parti sur 13 communes qui se sont portés volontaires pour intégrer ce projet, sachant que la loi, comme ça a été dit, impose un minimum de population. Donc là, on répond aux critères. Alors, il y a une question qui nous est très souvent posée, bien sûr, c'est la question des voies rapides urbaines. Pourquoi on a proposé au COPIL, le COPIL a proposé de ne pas les intégrer? En réalité, la plupart des trajets qui sont empruntés par les voies rapides urbaines ont une origine ou une destination en dehors de ces voies et à l'intérieur de la ZFE. Donc en fait, les véhicules qui vont y circuler seront concernés par la ZFE. Donc l'aspect réduction de la pollution va s'appliquer sur ces voies. Tout à l'heure, vous avez demandé le pourcentage de trafic, de transit pur sur l'agglo. Il est estimé à peu près à 10%. Et sur ces 10%, si on aurait eu à peu près la moitié des voitures concernées, donc on jouait sur 5%, et on allait les conduire à des trajets totalement aberrants pour éviter ces voies, puisque, comme vous le savez, on est entouré de massifs. Voilà.
voilà la question des voies rapides urbaines. Bien entendu, les habitants qui logent au plus près de ces voies, ils vont bénéficier des effets de diminution des NOx du fait des modifications du parc véhicule qui sont espérées par les ZFE. Alors, ça c'est le cadre réglementaire, donc je ne reviens pas sur les certificats critères, hein, ça vous a été présenté. C'est les CQA. Ces CQA, il faut savoir qu'ils correspondent aux normes européennes, et donc c'est le même système, pas forcément les mêmes règles, mais en tout cas c'est le même référentiel qui sert dans les zones à trafic limité dans d'autres villes européennes. Alors, une fois que le cadre est posé, il reste quand même des questions sur quel degré de flexibilité on fait, à la fois sur la question des horaires, la question des dérogations, le périmètre, l'accompagnement et les deux roues. Alors, la question des horaires, elle a été discutée. L'idée, c'est de se dire, si on fait en quelque sorte une ZFE 7h, 19h ou 8h, 19h en semaine, en gros, on contraint quelque part au changement de mobilité sur trajet domicile-travail, mais la personne peut partir en week-end, en vacances, sans changer son véhicule. Et ça permet de lui donner du délai et de ne pas la contraindre tout de suite, sachant que évidemment ça fait quand même une contrainte qui va inciter à un moment donné à prendre un véhicule qui ne soit pas contraint sur ses horaires. Donc c'est une des questions qui est posée. Il faut savoir que il y a le Grand Paris est là-dessus, mais c'est ouvert évidemment. Il y a la question des dérogations, bien sûr, on pense aux établissements de santé, aux personnes que vous avez citées tout à l'heure. Il y a d'autres métropoles qui réfléchissent à une dérogation sur des bases sociales, de revenus. Voilà, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à plus de 1300 postes sur la plateforme sur lesquels on recueille les avis des habitants. Donc vous pouvez bien sûr donner votre propre avis et faire vos propres propositions. Et on attend de voir quelles demandes vont remonter, sachant que c'est un champ qui est particulièrement ouvert. La question des périmètres, en dehors des voies rapides urbaines, elle peut concerner des accès au parc relais, par exemple, puisque bon, pour changer de mobilité, ça peut quand même être pratique d'avoir des dérogations. Après, ça va poser bien sûr la question de l'équité entre ce qu'on permet et ce qu'on ne permet pas. C'est un sujet qui n'est pas forcément facile. Les territoires voisins qu'on a visités là, sont très attentifs à ce que l'accès au massif puisse se faire. Évidemment, leurs propres habitants seront impactés. Et puis, il y a la question de l'accompagnement, sachant que et c'est là où certainement on a des chiffres un peu divergents et sur les conséquences possibles. Le but de cette affaire-là, c'est pas de faire changer des voitures. Le but, c'est d'utiliser cet outil-là comme un accélérateur de modification des mobilités. Ces critères, ils ont été construits uniquement sur l'oxyde d'azote, c'est-à-dire les diesels. Évidemment, quand on regarde ces changements de mobilité, on se dit en même temps, si on peut améliorer les émissions de CO2 et participer aux transitions vis-à-vis du climat, on fait d'une pierre deux coups. Donc, et souvent, il y a la confusion entre les deux. Donc c'est bien en deux étapes. Mais quand il y a 60% aujourd'hui des déplacements de moins de 3 km qui se font en voiture dans l'agglo. C'est un gisement énorme sur lequel on peut agir. Quand on le fait à pied ou en vélo, non seulement on n'émet pas de NOx, on n'émet pas de CO2, mais en plus c'est bon pour la santé. Ça, Mobilair le montre aussi. Il y a un effet positif sur les personnes d'être en mode doux et en mode actif. Après, il y a tout ce qui concerne le transport collectif, et j'imagine qu'on y reviendra.
Et puis la dernière question, c'est les 2 roues qui ne sont pas obligatoires dans la loi. Et là, il y a 2 approches radicalement différentes, suivant qu'on est motard ou pas motard. Je résume régulièrement, je schématise. Les motards disent on représente 1% des déplacements, 1% de la pollution. Oubliez-nous, s'il vous plaît. Et il y a un certain nombre d'habitants, et ça remonte quand même dans la concertation, qui disent c'est pas équitable d'oublier, même si c'est juste 1%. Et puis sachant qu'il y a souvent les questions du bruit qui sont évoquées à ce moment-là. Voilà. 2 minutes. Alors sur l'accompagnement, ce qui est étudié aujourd'hui, l'idée c'est d'avoir un accompagnement individualisé qui prenne en compte les situations des personnes et qui soit capable d'aider les personnes à modifier leur mobilité pour prendre en compte cette transition dans les transports, avec l'idée, donc en hiérarchisant l'intérêt, c'est sur les trajets courts, marche, vélo, les modes doux, les transports en commun, et pour les personnes pour lesquelles les dérogations ne permettraient pas et qui seraient contraints quelque part au changement de véhicule, en tout dernier, d'aller vers ce changement de véhicule et qui serait, lui, orienté sur des véhicules basse émission. Et on prévoit, enfin on a imaginé en tout cas, mettre une contrainte sur le poids des véhicules qui seraient aidés, puisque ça n'aurait évidemment pas de sens de mobiliser l'argent public sur des véhicules lourds. Où nos chiffres divergent, on n'est pas du tout sur les impacts de véhicules, effectivement. Sur les premiers, on est sur les chiffres que vous avez donnés, ensuite on ne l'est pas, parce que quand il y a 220 000 véhicules, si vous comptez entre 15 et 20 ans de durée de vie, vous en faites sortir entre 11 et 15 000 par an. Donc sur 3 ans, ça fait quand même 30 000 véhicules. Non, je ne suis pas d'accord, moi. Non, parce que moi, mon véhicule, il a 20 ans, il pourrait faire encore 20 ans. Je parle en moyenne. Mais vous, c'est grosso modo les chiffres moyens. On l'a pas inventé. Moi, je ne suis pas une moyenne, je ne suis pas un moyen, moi, je suis... Voilà, ça a été modélisé à partir... C'est des chiffres qui sont très dynamiques, en fait. Voilà. Sur les coûts des véhicules, bon, le véhicule électrique à 50 000 €, c'est quand même une Tesla. Alors, regardez sur Internet, Dacia, ils annoncent la Spring à 21 000, une Zoé, ça vaut 33 000. Voilà. Alors, il y a la question de... pour faciliter cette transition, il y a, dans les questions posées, est-ce qu'on acceptera d'aider des véhicules essence d'occasion, qui sont nettement moins chers, pour permettre justement à chacun de s'en sortir. Il faut savoir aussi qu'il y a une étude ADEME récente qui vient de sortir. Le coût au kilomètre d'un véhicule électrique aujourd'hui, il n'est pas plus onéreux que du fossile, sauf que la mise est plus importante. Et surtout, il faut pouvoir la préfinancer. Et donc, ça renvoie à la question qui est toujours en suspens du prêt à taux zéro, qui au départ était prévu dans certaines ZFE par le gouvernement, qui maintenant serait étendue, mais on attend de voir. Et il faut que, sur cette action-là, il faut que l'État soit aussi le garant pour que ça puisse fonctionner. Je crois que j'ai dépassé le temps. Est-ce qu'il me restait l'idée, c'est que ce projet, il s'inscrit dans un écosystème de mobilité et pas dans un projet de changement de bagnole pour tout le monde. Voilà, je vous le résume. Merci. Parce que local, tu vas pas la seule. Bonsoir tout le monde. On va intervenir à deux voix. Quelques mots pour vous présenter le collectif pour la gratuité des transports de l'agglomération grenobloise. C'est un collectif qui a été créé il y a bien 7 ans maintenant, autour d'une conscience, on était un certain nombre d'organisations et de militants à être convaincus que la gratuité des transports en commun était une des réponses, en tout cas pas la seule, une réponse importante pour répondre à l'urgence sociale, l'urgence sanitaire et l'urgence climatique. Donc mon petit camarade va développer un petit peu.
C'est un collectif d'organisations qui aujourd'hui est composé, je les cite parce qu'on parle au nom de toutes ces organisations, donc des organisations syndicales, associatives et politiques. Donc à ce jour, il y a donc la CGT, la FSU, Solidaire, Attaque, la France Insoumise, Ensemble, Isère, le NPA, le PCF, Génération et l'UCL. Sur le papier que vous avez, Génération a des désaccords ou des nuances sur la question de la ZFE, c'est pour ça qu'ils ne sont pas signataires du tract, mais en tout cas ils font partie du collectif pour la gratuité des transports. Deux remarques aussi en introduction. Donc le débat il est dans un contexte évidemment de crise sociale très grave avec la hausse de prix de l'énergie, crise climatique majeure qu'on a vécue cet été, et on a tous noté qu'en Europe des mesures fortes ont été prises dans certains pays. Je cite l'Allemagne qui a fait son billet à 9 € pendant 4 mois sur tous les transports collectifs hors TGV. L'Espagne, pareil, sur les transports régionaux. Voilà, les transports régionaux. Donc, c'est des exemples, évidemment, qu'on prend en complément au fait qu'il y a entre 30 et 40 villes en France qui sont actuellement en gratuité. On peut augmenter le chiffre avec des gratuités partielles. On l'a vu cet été en Isère, sur les navettes en montagne, etc. Et on voit bien que bon, le débat public, il avance sur ces questions-là. Alors à Grenoble, des fois, notre blague, c'est de dire peut-être Grenoble sera la dernière ville en gratuité. Bon, c'est une joke vis-à-vis de la ville de Grenoble, mais quand même, quand on voit des villes comme Clermont-Ferrand, Montpellier, comme elles avancent sur ces questions-là, on peut encore faire du chemin. Dernière remarque, on a mis le paquet sur la ZFE parce que nous avons senti déjà depuis plus d'1 an cette bombe atomique que je pense tous les élus, ils ont bien conscience de ce qui est en train de se passer dans la société après le mouvement des Gilets jaunes. Et que, en tout cas, nous, il était hors de question qu'on laisse ce terrain à l'extrême droite. L'association 40 millions d'automobilistes, en lien avec le RN, qui a déposé un projet de loi il y a 3 semaines au Parlement contre la ZFE, montre que il faut que ceux qui sont pour des solutions progressistes, sociales et réellement écologiques, ça soit nous les opposants et non pas les défenseurs de la bagnole et de la liberté de circuler comme on veut. Voilà, donc on est contre la ZFE et Laurent va vous expliquer pourquoi. Merci Michel. Bon déjà, félicitations à l'Union de quartier Saint-Bruno pour sa présentation qui était super documentée et complète, qui recoupe beaucoup de nos arguments. Donc je vais essayer d'être efficace. Nous, on est intimement convaincus que sur la question environnementale, on ne peut pas la séparer de la question sociale. En fait, ça fait 8 ans qu'on travaille sur agir sur urgence sociale et environnementale. Et on pense que c'est complètement imbriqué. Si on ne peut pas traiter l'une sans traiter l'autre. Alors on va voir que nous, de ce point de vue-là, la ZFE, ça ne colle pas. Sur l'aspect social, évidemment, je vais y revenir, mais d'abord, est-ce que c'est efficace sur l'environnement? Nous, on pense que non. Parce que, déjà, ça a été dit, mais si vous avez un véhicule très lourd, mais récent, bah, vous pouvez rouler dans la ZFE. Donc, typiquement, les fameux SUV ou grosses bagnoles, quoi. Et évidemment, ces grosses bagnoles, elles sont plus lourdes, donc elles polluent beaucoup plus. Elles émettent des gaz à effet de serre et des particules fines, parce que quand on freine avec un véhicule lourd, on émet plus de particules fines, d'accord. Même chose, si vous avez cette grosse voiture, vous pouvez faire 60 000 km par an sans problème dans la ZFE du moment que vous êtes critère 1. Donc 60 000 km, bah, vous polluez beaucoup, d'accord. Quand on a les moyens, faut pas se oui, mais du coup, ça veut dire que des gens qui ont un véhicule critère 4 ou 5, mais qui l'utilisent très peu, et ça a été démontré, il y a beaucoup de gens où c'est le cas, bah, en fait, vous polluez vachement moins que la personne qui est avec un véhicule critère 1, qui fait beaucoup de kilomètres par an, et qui a un gros SUV, d'accord. Donc voilà, on pense que rien que pour ça, c'est pas efficace. Tu as bien présenté tous les défauts des véhicules électriques, donc voilà. Juste sur les chiffres. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est à peu près 35% des véhicules qui sont critères 5-4-3 au sein de la métropole. C'est un petit peu plus à l'extérieur, c'est autour de 40%.
Parce qu'il faut parler de l'extérieur. Il y a plus de 300 000 véhicules qui rentrent et qui sortent chaque jour à Grenoble. Attends, c'est moi qui parle, s'il te plaît. Non, mais on parlera après. D'accord. 300 000 véhicules qui rentrent et qui sortent chaque jour, et vous nous avez dit qu'il y avait très peu de transit, donc ils arrivent dans la ville. Alors c'est 40%, d'accord, mais vous nous dites qu'il y a un remplacement naturel qui se fait très vite. Donc les chiffres que vous donnez, c'est entre 15 et 20% de véhicules finalement concernés par la ZFE. Bah alors, si vraiment on a un gros problème sur l'environnement, sur le climat, et qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut agir vite et fort, bah, traiter 15% des véhicules, c'est ne pas traiter le problème. Parce que tous les gens qui ont déjà des véhicules critères 1 et 2, donc c'est déjà 65% des véhicules, bah en fait, ils vont changer strictement rien de leur habitude de déplacement. Et vous nous dites, non, on veut pas faire une politique qui dirait on change les moteurs de toutes les bagnoles, on va vers 100% électrique, non, on veut faire du report modal. Bah, effectivement, nous, on pense ça aussi. Mais du coup, bah, ça va pas marcher. Parce que qui est-ce qui va faire du report modal? Bah, c'est les plus modestes, c'est tout. Pas les autres. Ceux qui ont déjà des véhicules critères 1 et 2, ils vont pas changer leurs habitudes. Donc voilà sur l'environnement, et du coup ça fait le lien avec le social. Bah, en fait c'est quand même, là pour le coup par définition, la ZFE elle est antisociale. Parce que si la politique environnementale c'est de interdire les véhicules les plus anciens, bah, mécaniquement vous ne visez que les plus modestes. Et ça c'est une catastrophe. Parce que, pourquoi c'est une catastrophe? Parce que les gens concernés, ils risquent de ne pas comprendre du tout l'effort énorme qu'on leur demande de faire, alors que les plus aisés n'auront pas à le faire. Et ensuite, quand vous parlerez environnement à ces gens-là, ils vous écouteront même plus. Hein. Parce que voilà, c'est complètement antisocial. Donc nous, on pense pas que... c'est pour ça qu'on n'a pas spécialement envie de répondre aux 5 questions, parce qu'on pense que la ZFE, c'est une mauvaise idée en soi. Alors, on ne dit pas qu'il ne faut rien faire, bien au contraire. On porte l'idée de la gratuité des transports, comme tu l'as dit, et aussi du développement massif des transports en commun. Nous, on pense qu'il ne faut pas une transition écologique, environnementale, il faut une rupture. Donc il faut des mesures fortes et rapides. Donc si on traite que 15% des véhicules, ça ne marche pas. Hein. Donc ça veut dire que de notre point de vue, il faut développer le vélo, il faut développer les pistes cyclables, la marche, pas de problème. Mais il faut aussi, surtout à l'échelle du Grand Grenoble, hein, l'échelle du SMAG, bah, développer massivement les transports en commun. Et que ça soit gratuit ou pas, développer massivement les transports en commun, ça va coûter beaucoup d'argent. On parle de plus d'1 milliard. Hein. Si on met le RER dedans, on va bien au-delà de ça. Donc en fait, une fois qu'on a dit ça, bah, la question de la gratuité devient un peu plus relative, en fait, du coût de la gratuité. Et la gratuité, bah, en fait, Michel l'a dit, il y a un certain nombre de villes, 40 villes en France, et il y en a aussi à l'étranger, qui l'ont testé, et ça fonctionne. C'est-à-dire que la fréquentation augmente énormément, les incivilités diminuent, et voilà, ça favorise du report modal. Montpellier, qui est de la même taille que Grenoble, va passer à la gratuité totale à la fin de cette année. Et donc, et dernier truc pour conclure justement, on est très heureux de voir que la Convention citoyenne, qui a été lancée par la métropole de Grenoble, 100 citoyens tirés au sort, et donc ne venez pas nous dire qu'ils étaient politisés, parce que c'est des fois ce qu'on nous retourne à nous, en fait ils arrivent aux mêmes conclusions que nous. C'est que ce qu'il faudrait faire, c'est développer massivement les transports en commun, le vélo aussi, etc. Et aller vers la gratuité totale en commençant par la gratuité du week-end immédiatement. Et aller vers la gratuité totale progressivement, j'ajoute un petit commentaire de ma part, quand on dit progressivement, c'est pas en 30 ans, quoi. Donnons-nous 3, 4, 5 ans. On va écouter Emmanuel de la DTC qui va compléter sur les transports en commun. Un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la meilleure des aides, c'est la gratuité. Parce que nous, les pauvres, on en a un peu marre d'aller faire des queues au guichet tout le temps. J'avoue.
Bonsoir à tous. Merci à l'Union de quartier Beria Saint-Bruno d'organiser et merci pour l'invitation. Je suis le président de la DTC Se Déplacer Autrement, donc une association qui a bientôt 50 ans, qui a été créée donc il y a bientôt 50 ans, et qui est dès le départ toutes les offres, toutes les possibilités sur le développement de toutes les possibilités de se déplacer autrement qu'en voiture individuelle, hein. À la fois les transports en commun, mais aussi le vélo, hein. En 1975, ils avaient fait une vélo parade avec 3000 cyclistes à Grenoble, et donc déjà ils avaient cette vue multimodale qu'on essaye de perpétuer, et vraiment un grand merci à eux pour leur aspect visionnaire il y a 50 ans maintenant. Sur ce sujet de la ZFE, on a au sein de la DTC fait un questionnaire auprès de nos adhérents et on a discuté de notre position la semaine dernière. On a environ plus de 20% de nos adhérents, hein, qui ont répondu. On a eu plus d'une centaine de réponses et c'est à partir de là qu'on a construit notre position. Donc sur les aspects de santé, évidemment et clairement, il y a un problème de santé publique sur notamment les émissions de NOx qui rend malade les enfants et qui provoquent des morts prématurées, comme on l'a vu tout à l'heure. Même si sur les NOx aujourd'hui, par rapport aux réglementations, Grenoble n'est plus en dépassement, mais on est toujours sur des valeurs bien supérieures au seuil recommandé par l'OMS. Alors je vais prendre deux aspects. Imaginons d'abord qu'on applique la ZFE de manière stricte, volontariste, permanente et contraignante, en minimisant les dérogations. Et à ce moment-là, on a deux types d'attendus. On a à la fois le remplacement de véhicules polluants, critères à 3, 4, 5, par des véhicules moins polluants, et du report modal de la voiture vers des alternatives qui sont attendues. Alors sur le remplacement des véhicules polluants, le souci qu'on voit, c'est que ça s'attaque principalement à une seule nuisance de l'automobile, qui sont les émissions polluantes du pot d'échappement, mais ça laisse de côté plein d'autres nuisances de l'automobile, hein. La consommation d'espace urbain, le bruit, la sécurité routière, la consommation de matières premières, la gabegie énergétique, hein, quand on se déplace dans un véhicule d'une tonne, 1,5 tonne, pour déplacer une personne comme moi de quelques kilos. C'est quand même une gabegie énorme énergétique. Et puis, ça passe au-dessus des émissions de polluants liées à l'usure des freins et des pneus. Et puis, c'est le gros moteur de la périurbanisation qui s'est créé à cause et grâce ou à cause de la voiture. Sans la voiture, il n'y aurait pas de périurbanisation. Et donc ça, c'est sur l'attendu 1, sur le remplacement des voitures. Sur l'attendu 2, je ne mets pas de priorité entre les deux, hein, qui est décrit par la métropole comme une condition d'efficacité de la mesure. C'est qu'il faut qu'il y ait du report modal. Alors pour ce qui est de ce report modal, il faudrait qu'il y ait vraiment un développement massif de l'offre des TC. Et aujourd'hui, on en est loin de cette accélération du développement. Là, depuis quelques jours, on parle beaucoup du RER grenoblois. Et effectivement, il y a eu une conférence de presse. Monsieur le maire de Gières était présent ce matin à Gières. Et ensuite, on nous parle, oui, il nous faut 1 milliard d'euros pour faire ce RER. Nous, ce qu'on dit à la DTC, c'est que dès aujourd'hui, on pourrait faire beaucoup sans investissement. On a aujourd'hui pas de train en journée, pas de train le soir, souvent. 3 heures, par exemple, sans train entre Grenoble et Chambéry le matin, entre Grenoble et Saint-Marcelin. Je parle de trains périurbains qui s'arrêtent dans toutes les gares. Et on n'a pas de train et les rames dorment dans les dépôts, quoi. Et pareil, le soir, les derniers trains partent entre 20h et 20h30. Et donc, dès aujourd'hui, sans investissement massif,
mais avec évidemment un coût de fonctionnement, parce que les conducteurs, les contrôleurs doivent être payés. On pourrait largement augmenter l'offre. Ensuite, sur la région grenobloise, si vous franchissez des limites politiques, c'est d'une complexité sans nom pour se déplacer. Là encore, récemment, un adhérent a regardé, parce qu'il va suivre une formation à Saint-Imier, il habite Fontaine. Il a dit, mais je ne comprends rien, c'est exorbitant. Enfin, on a aujourd'hui, sur la région grenobloise, on a 5 réseaux, 5 tarifications différentes, et c'est complètement dissuasif à l'utilisation, quoi. Si vous faites Grenoble-Vignoux en bus, avec votre abonnement, vous ne pouvez pas prendre le train, et inversement, si vous avez l'abonnement train, vous ne pouvez pas prendre le bus. Allez comprendre, quoi. Alors qu'aujourd'hui, les cars régions et le TR sont gérés par la même autorité. Donc ça, c'est sur le RER. On pourrait déjà aujourd'hui faire beaucoup de choses. Ensuite, pour revenir sur la complexité, on a aussi une forte complexité, notamment entre le Grésivaudan et la métropole. La métropole échange particulièrement. 2 minutes? D'accord. Je vais accélérer. Merci. Donc il y a une offre de transport en commun insuffisante. Faut savoir aujourd'hui, dans la métropole, il y a une offre de transport en commun qui est inférieure à celle de l'avant-Covid. Notamment sur des lignes chrono et tram, on a parfois des fréquences, enfin des intervalles entre 2 passages qui montent jusqu'à 12 minutes en journée, et le samedi. Et donc évidemment, si vous avez le choix de faire autrement, vous n'allez pas attendre 12 minutes. Ensuite, sur un autre aspect, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a 60% des déplacements de moins de 3 km qui sont encore faits en voiture, et qui pour beaucoup pourraient se faire autrement si des conditions de confort et de sécurité étaient adaptées pour les faire à pied pour les moins de 1 km ou 1,5 km, ou les faire à vélo, quoi. Donc à la fois le développement du réseau vélo n'est pas assez rapide, et aussi on pourrait imaginer des quartiers apaisés, en évitant, en se débrouillant pour qu'il n'y ait pas de transit automobile dans les quartiers. C'est ce qu'on appelle les zones à trafic limité, et nous on préférerait beaucoup plus des zones à trafic limité qui permettent aux habitants et aux commerçants et aux livraisons d'accéder au quartier, mais qui, par contre, avec un plan de circulation adapté pour les véhicules motorisés, permettent d'éviter le transit automobile. Et ça sécurise les rues, et c'est un puissant moteur de déplacement à pied et à vélo. Donc voilà ce que je voulais dire. Et ensuite, quand on regarde aussi les usagers concernés par cette ZFE, ça a déjà été dit, je crois, tout à l'heure, mais il y a des usagers, ça ne changera rien, enfin des habitants, ça ne changera rien pour eux, voire même, quelque part, ils auront peut-être un peu moins de voitures dans la rue, dans la ville, et du coup, ils seront un peu moins touchés par les embouteillages. Donc, à la limite, pour eux, ils seront presque contents. Voilà, ok. Et alors que d'autres seront très touchés par ces changements. Alors que si on veut changer nos modes de mobilité, il faut vraiment que ça concerne tout le monde. Tout le monde doit être concerné par les changements qui nous sont nécessaires à faire. Je vous remercie. Donc, bonsoir à tous, je m'appelle Xavier, je fais partie d'un collectif nouvellement créé il y a à peu près 1 an, suite à une pétition nationale qui sollicitait des pouvoirs publics des efforts importants pour sortir du modèle du tout-voiture. Pourquoi on est là? Évidemment parce qu'on est d'accord avec tout ce qui se dit jusque-là, sur les nuisances sociales. Alors il faut que tu changes pour moi. Okay. Les nuisances sociales, les cadeaux à l'industrie et l'aberration écologique que représente la ZFE. Mais ce qu'on a aussi en tête, c'est que la ZFE, c'est une fausse réponse à un vrai problème qui est notre dépendance à la logique du tout voiture, et on pourrait même dire du tout voiture, tout camion. Ici, donc parmi les travaux qu'on mène au sein de notre collectif, il y a des travaux cartographiques, dans l'idée
de représenter un peu ce que c'est que le tout voiture, tout camion. Ici, c'est l'expansion urbaine de la métropole grenobloise en 50 ans, qui a triplé de surface. Tout ça, c'est évidemment permis par ce modèle, cette logique tout voiture, tout camion. À une échelle un peu différente, là, on a fait le calcul aussi pour la ville de Grenoble, uniquement la métropole, sur les 5 km² à peu près d'espace public, essentiellement des voiries, mais pas uniquement. Il y en a 40% qui sont dédiés à la circulation ou au stationnement. Circulation, véhicules motorisés, on va dire. À l'échelle d'un quartier comme Saint-Bruno, si on fait une cartographie un peu plus fine, on arrive à des ordres de grandeur, toujours sur l'espace public, de l'ordre de 60 à 70% de la surface totale publique qui est dévolue à la circulation des motorisés. Suivante. Or, il n'y a pas besoin de vous rappeler qu'on vit dans la ville la plus plate de France, qui tient à peu près dans un cercle de 5 km de diamètre. Là, dans le fond, la carte qu'on voit, c'est le plan du réseau de transport en commun. Il est certes insuffisant, sans doute pas assez fréquent, mais il n'empêche qu'il y a un maillage qui est quand même assez bon. Suivante. Le maillage des réseaux de pistes cyclables, idem, il est peut-être pas suffisant, il n'empêche qu'il y a beaucoup de villes qui nous l'envient, et il est quand même dense. Suivante. Du coup, certes, on n'est pas tous égaux face à l'envie ou pas, ou la contrainte de vivre peut-être sans voiture. Il n'empêche qu'on peut tous rêver, et c'est un peu aussi cette approche un peu par l'imaginaire qu'on essaie de développer au sein de notre collectif, par exemple au travers d'illustrations telles que celles que produit un copain lillois, Vito, qui représente ici une agglomération actuelle. Ça pourrait être Grenoble, ça pourrait être, en l'occurrence ici c'est la banlieue de Lille, et ce territoire tel qu'on pourrait se l'imaginer si on sortait de ce modèle du tout voiture. Autre exemple d'imaginaire un peu plus cadré, ici c'est un plan de la place de la Concorde, tel que se l'imagine un collectif parisien qui enlève complètement la circulation automobile, 85 hectares de terrain retrouvés et exploités pour autre chose. Donc ça, c'est de l'imaginaire. Mais dans les faits, il y a des choses qui se font. Il y a quand même une dynamique, une tendance de fond lourde depuis probablement plusieurs décennies quand même qui se dessine et qui émerge plus fortement ces dernières années, qui vise à reconquérir les espaces publics pour la principale emprise des espaces publics actuels, c'est la circulation automobile motorisée. Donc là, reconquérir ces espaces et les donner l'usage à d'autres types de pratiques. Ça peut être planter des arbres, ça peut être permettre à tout le monde de s'approprier et de utiliser ces espaces publics comme ils l'entendent, petits et grands, et j'en ai fini.